pays ouvert sur la Méditerranée et l'océan Atlantique, l'Espagne est la 5e puissance économique de l'Union européenne. Pour beaucoup d'Européens, l'Espagne, c'est le pays du soleil et des vacances. Une image qui pourrait nous faire oublier que les Espagnols ont traversé une crise économique, sociale et institutionnelle qui a ébranlé le pays jusqu'à menacer la cohésion de ses territoires. Alors que l'Espagne se relance, prenons 24 heures entre un lever de soleil et son coucher pour découvrir comment le pays tout entier redéfinit ses modèles de développement et réoriente ses priorités pour l'avenir. Au moment où le soleil se lève sur l'Europe, la péninsule ibérique est encore plongée dans l'obscurité, à l'extrémité ouest du continent. La carte de nuit révèle une présence humaine inégalement répartie sur tout le pays. Au centre palpite le halo dense de Madrid. Sur la côte méditerranéenne, les villes étoiles des industries phares et du tourisme littoral scintillent encore. Valence, Tarragone et enfin Barcelone. Il est 6 heures et le train à grande vitesse de l'Alta Velocidad Española traverse le paysage endormi de la Sierra Morena. Parti à 5 heures ce matin de Séville, le train 357 file sur les 400 km de rails qui le conduiront à Madrid en moins de 2 heures. Au même moment, sur la Costa Blanca, dans la ville de Benidorm, les premiers transats s'alignent sur la plage. Berceau du tourisme balnéaire, elle se prépare à recevoir, comme chaque jour, un demi-million de personnes. « 600 km plus à l'ouest, près de la ville de Cordoue, les rayons du soleil ne vont pas tarder à toucher les 3000 miroirs de Gemma Solar. Une centrale solaire unique au monde. Les techniciens de nuit font leur dernière inspection avant la mise en route des générateurs. Il est 7 heures et le soleil se lève en Espagne. 900 km au nord-est, au cœur de la Navarre, Sant Fermín, la feria de Pamplune, a commencé depuis 2 jours. C'est le plus grand rassemblement humain après le carnaval de Rio et l'Oktoberfest de Munich. Derrière les palissades ou penchés au balcon, les spectateurs guettent les coureurs qui s'échauffent car l'Encierro va bientôt commencer. Cette tradition qui date de l'époque médiévale permet aux taureaux de rejoindre l'arène en parcourant les rues pavées de la vieille ville sur une longueur de 900 mètres. Ça fait 45 ans que je cours ici à Pamplune. Le plus important dans un lâcher de taureau, c'est de savoir ce que tu fais et puis y aller. C'est un risque, mais dans le risque, il y a de la satisfaction. La satisfaction que tu as d'être avec un animal sauvage.
d'être devant lui, de savoir que le danger existe parce que le taureau peut te tuer. Ils disent « tu es fou ». Je sais pas si je suis fou. C'est plutôt la passion que j'ai pour le taureau. La Navarre est l'une des 17 communautés autonomes que compte l'Espagne. Un découpage territorial historique est remis en place en 1978, après 40 années de dictature et de centralisme. Le train AVE 357 continue son voyage vers Madrid. Le réseau ferré à grande vitesse traverse cette diversité régionale en assurant les communications entre les principaux centres du territoire. Vus du ciel, ces kilomètres de rails qui serpentent dans le paysage nous rappellent que l'Espagne a créé ses infrastructures ferroviaires dans le deuxième pays le plus montagneux d'Europe, après la Suisse. Pour renforcer le pouvoir central de Madrid, les premiers gouvernements démocratiques ont lancé la construction d'un réseau ferré à haute vitesse de plus de 3000 km. Ce tracé radial couvre aujourd'hui les principaux axes du territoire, faisant de l'Espagne le deuxième pays au monde de la grande vitesse, derrière la Chine, mais largement devant la France. Il est 7h30 et le trafic est très dense sur l'autoroute M30 en direction de Madrid. C'est l'heure où la pulsation matinale sur la capitale est la plus forte. Les travailleurs arrivent en voiture des provinces voisines et des villes situées dans la zone périurbaine. Madrid et son aire métropolitaine concentrent 14% de la population espagnole. Elle est la troisième ville de l'Union européenne, derrière Londres et Berlin. Ville globale, elle est aussi un pôle culturel, comme en témoigne son riche patrimoine historique et son mythique musée, le Prado. Deux des plus grands clubs de football au monde, le Real et l'Atlético, sont nés ici. Considérée comme l'une des places financières de l'Europe du Sud, Madrid accueille le siège social de multinationales et des plus grandes entreprises du pays. Dans le quartier des affaires, les tours modernes des banques espagnoles côtoient le Palacio de Oriente, l'un des plus grands palais royaux du monde. À la Puerta del Sol, le kilomètre zéro de toute l'Espagne, les premières ombres des travailleurs se dessinent dans la lumière du matin. Il est 8 heures. Le trafic aérien est également très dense à l'aéroport de Madrid. 50 vols relient chaque jour la capitale à sa voisine catalane, Barcelone. La rivalité entre Madrid et Barcelone est légendaire et a déjà 5 siècles d'histoire. Aujourd'hui encore, les deux pôles économiques de l'Espagne sont au coude à coude. Madrid produit 20% de la richesse du pays, 19% pour Barcelone. Ce dynamisme économique peut se lire dans la skyline de la capitale catalane, où les sièges de grandes entreprises et les géants d'Internet jouxtent les hôtels de luxe. La capitale de la Catalogne est, de par sa position géographique, une ville tournée vers le monde. Un des grands atouts de Barcelone, c'est l'activité de son port marchand, troisième d'Espagne derrière Valence et Algeciras. En 2017, les exportations espagnoles ont atteint 277 milliards d'euros. Elles ont progressé plus vite que ses voisins européens comme l'Italie, l'Allemagne ou la France. Représentant à elle seule un quart des exportations, la Catalogne est la région la plus exportatrice du pays. Barcelone, ville phare de la Méditerranée depuis l'Antiquité, sait mettre en valeur son patrimoine culturel et historique. Chaque année, 7 millions de touristes arrivent du monde entier pour découvrir la beauté de ses monuments et de ses parcs.
l'architecte Antoni Gaudí a marqué de façon durable la ville de Barcelone. La Sagrada Familia, toujours en construction depuis 1882, est l'un des monuments le plus visités d'Espagne. Première ville industrielle au début du XIXe siècle, Barcelone a connu de nombreux bouleversements pour étendre son territoire et son activité économique au-delà de ses remparts médiévaux. Vu du ciel, on prend la mesure de la rationalité du plan d'urbanisme d'Ildefonso Cerda, dessiné en 1856. Cet ingénieur pense la ville comme le point de connexion entre les routes terrestres et maritimes et dessine un quadrillage traversé par des grands axes qui convergent vers le port. Manel Guardia y Bassols est historien de l'architecture. Il nous explique les raisons de cette transformation. Au milieu du XIXe siècle, la ville de Barcelone a connu des changements et un nouveau projet de ville qui sont liés à quelques phénomènes fondamentaux. L'industrialisation et les changements technologiques dans les transports, comme la nouvelle navigation à vapeur et le chemin de fer. C'est un point important car c'est le moment de la construction du canal de Suez. Et donc, il est nécessaire de renouveler tout le système portuaire. Mais surtout, le problème fondamental est que Barcelone, à cette époque, est toujours enfermée dans ses murs. Et il y a beaucoup d'efforts et de luttes pour la démolition des remparts et le projet d'extension de la ville. À la fin de la dictature franquiste, Barcelone aménage une partie de son littoral pour développer l'industrie. La grave crise économique des années 1970 va freiner cet élan. Vers la fin des années 80, la ville s'attaque à sa dernière grande révolution urbaine, accueillir les Jeux Olympiques de 1992. Cette transformation a lieu en parallèle de la croissance du tourisme à Barcelone. Ce qui est en réalité un grand succès va finir par être quelque chose qui déborde et qui commence à créer des tensions de type social dans beaucoup de quartiers. Avec une demande de logement supérieure à l'offre, les Barcelonais peinent à se loger. En 10 ans, les prix des loyers ont augmenté de 20%. Dans ce contexte social difficile, la mairie de Barcelone a décidé d'agir, faisant du droit à l'accès au logement sa priorité. En plein centre, dans le quartier du Born, Eira habite au 49 de la rue Princesa, une coopérative de logement qui propose aux Barcelonais des appartements à loyer modéré. J'appartiens à la génération des mileuristes. Avec un salaire de 1 000 €, c'était presque impossible de vivre seul à Barcelone. Cet appartement qui vient d'être rénové, par rapport à la zone, pourrait coûter entre 1 200 et 1 500 € par mois. Et nous, on va payer 600 €. S'il y avait plus d'initiatives comme celle-ci, je pense que les personnes qui ont toujours vécu ici auraient moins la sensation d'être chassées de la ville. On sentirait une vraie volonté politique de changer les choses. On n'a rien contre le tourisme, mais c'est aussi une ville pour y vivre, pas seulement pour la visiter quelques jours. En Espagne, une grande partie du patrimoine des ménages est placée dans la pierre. Au sortir de la dictature, dans les années de relance, cette culture immobilière centrée sur la propriété a été un puissant moteur de l'économie. C'est au début des années 2000 que la spéculation foncière a atteint son paroxysme. En 1998, le gouvernement de José María Aznar fait voter la loi du sol, qui va faciliter l'obtention de permis de construire. Dans le même temps, les banques favorisent l'accès au crédit. Dans tout le pays, des grues s'élèvent et la fièvre du bâtiment s'empare des Espagnols, toutes classes confondues.
À cette époque, le BTP engage 15% de la population active. Les ensembles de logements et les infrastructures poussent comme des champignons sur tout le territoire. Entre 2002 et 2007, 600 000 logements sont construits tous les ans, principalement dans les périphéries des grandes villes et dans toutes les régions littorales, soit 3 fois plus de logements que la France, l'Italie et l'Allemagne réunies. Mais la crise mondiale va faire perdre leur emploi à 2 millions d'Espagnols en 2009. En 3 ans, le taux de chômage va passer de 17% à près de 25%. Les Espagnols n'arrivent plus à rembourser les crédits. Le marché de l'immobilier s'effondre. Depuis 2010, Markel Redondo sillonne le territoire espagnol pour filmer et photographier les différentes infrastructures dont les travaux sont restés inachevés à cause de la crise. Quand je me promène dans ces villes fantômes, j'ai toujours le sentiment d'être le dernier homme sur Terre. J'ai la sensation de vivre une apocalypse, d'être le dernier survivant qui est là pour raconter cette histoire. Là maintenant, nous sommes à Otura, à Grenade. Derrière moi, on peut apercevoir Las Alondras, une zone résidentielle composée de 50 maisons qui sont abandonnées depuis environ 10 à 11 ans. En Espagne, généralement, quand il y a des constructions inachevées à cause de la faillite de l'entreprise immobilière, les terrains et logements sont retournés aux banques qui ont avancé l'argent pour le projet. Les banques n'ont pas intérêt à achever ou recommencer les travaux car ça leur reviendrait trop cher. Ces zones résidentielles restent abandonnées car personne ne veut s'occuper d'elles. Pour moi, ces maisons représentent des châteaux de sable qui un jour ou l'autre vont finir par disparaître, avalés par la nature. Voilà le contraste qui existe en Espagne. Nous avons beaucoup de maisons construites, neuves, habitables de suite. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'un logement, des gens qui se retrouvent éjectés de leur domicile. Et puis, nous avons toutes ces maisons vides, sans habitants. Un peu comme un archéologue, je collecte des traces afin de les garder pour les générations à venir. Pour que dans quelques années, ces photos servent d'archives historiques qui permettront de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter qu'on fasse les mêmes erreurs dans le futur. Un des atouts majeurs de l'Espagne, c'est son littoral baigné de soleil 300 jours par an. Ses côtes, souvent nommées par les couleurs que l'on voit depuis le ciel, s'étendent sur plus de 2500 km. Costa Verde, Costa Dorada, Costa Blanca. Et c'est sur la Costa Blanca que le triptyque Soleil, Playa, Fiesta est devenu une réalité qui a permis à l'Espagne d'intégrer le club des grandes nations du tourisme mondial. Un secteur qui représente 11% du PIB espagnol.
L'Espagne est aujourd'hui la deuxième destination touristique au monde, derrière la France. Dans la province d'Alicante, existe une ville qui résume l'histoire de la naissance du tourisme balnéaire en Espagne. C'est Benidorm. Benidorm accueille le plus grand nombre de touristes, derrière Barcelone et Madrid. La douceur de son climat a charmé les retraités européens, principalement anglais et allemands. Sur le port, les bateaux de pêche ne se bousculent plus sur les quais comme autrefois. Seules quelques familles vivent encore de la mer. Les autres ont retrouvé une activité dans le tourisme. Ah, ça a beaucoup changé. En 63, c'était déjà Benidorm, tel qu'on la connaît. Oh, ça commençait à grandir. Ça commençait déjà à grandir. On voyait déjà que ça allait être une grande ville. Je me souviens des pesetas qu'on nous donnait pour emmener les gens sur l'île pour faire de la plongée. Nous étions des enfants et nous les emmenions à la rame. Au fur et à mesure que Benidorm continuait de grandir, de moins en moins de gens partaient en mer. Une personne gagnait plus en tant que serveur qu'en allant à la mer. Ou comme peintre en bâtiment, ou comme maçon. Dans les années 40, la province d'Alicante était peu connue et Benidorm n'était qu'un petit village de pêcheurs. En 1955, le maire de l'époque, Pedro Saragossa, fait construire les premiers hôtels bon marché pour accueillir un tourisme local. Il sera le premier maire d'Espagne à autoriser le port du bikini, alors très en vogue dans les pays voisins. Une véritable révolution vestimentaire qui rencontrera un succès immédiat. À partir de 1963, pour accueillir un tourisme populaire et massif, une nouvelle réglementation permet de construire sans limite de hauteur. Une verticalité voulue et pensée pour optimiser la surface de terrain constructible en bord de mer et multiplier l'offre hôtelière. L'évêque et Don Pedro Saragossa étaient très proches. Alors un jour, l'évêque appelle Don Pedro et lui dit « Pedro, j'ai appris que les femmes se baignent avec des maillots 2 pièces. » Et alors il lui a répondu « Il n'y a pas de problème. Dites-moi quelle pièce vous voulez qu'elles enlèvent. » Le territoire espagnol est profondément marqué par l'opposition entre des zones à forte densité de population et des zones de nature totalement préservées. À 130 km au nord-est de Benidorm, dans l'archipel des Baléares, l'île d'Ibiza accueille chaque année près de 2 millions de touristes qui la transforment en piste de danse. Pourtant, à seulement quelques kilomètres des discothèques, se cache un paysage naturel singulier. Le parc de Ses Salines est depuis 25 ans une zone protégée. Un territoire qui s'étend des anciens marais salants d'Ibiza jusqu'à l'île voisine, Formentera. Le parc abrite une réserve naturelle essentiellement marine et des zones de nidification pour les oiseaux migrateurs. À partir des années 80, 48 réserves de biosphère reconnues par l'UNESCO deviennent des zones de conservation de la biodiversité. L'Espagne est un pays de montagne, et ses sommets ont contribué à en faire un pays de marcheurs et de randonneurs. Ces paysages sauvages sont le moteur des ambitions nouvelles du tourisme espagnol et ont permis au tourisme vert et d'aventure d'affirmer son dynamisme dans tout le pays. Sur la côte atlantique, à une trentaine de kilomètres de la mer, le parc naturel de Los Picos de Europa s'étend d'est en ouest entre la Cantabrie et les Asturies.
Royaume des aigles et des chamois, il comprend la plus grande formation calcaire d'Europe atlantique. Situé dans les Pyrénées espagnoles, le parc national d'Ordesa et de Monte Perdido est un paradis pour les amoureux de l'alpinisme. Il regroupe toute une succession de sommets de plus de 3000 mètres qui parsèment la crête frontière entre l'Espagne et la France. Plus au sud, le parc naturel de la Sierra de Guara possède d'innombrables gorges classées parmi les plus belles au monde. Haut lieu de la pratique du canyoning et de l'escalade, le site attire toujours plus de visiteurs à la recherche de sensations fortes. Yann, guide de canyoning franco-espagnol, est adepte d'un tourisme durable, aujourd'hui partagé par de nombreux acteurs locaux qui veulent préserver cette nature exceptionnelle. À la fin des années 70, les Espagnols découvrent une nouvelle manière de se divertir pendant leurs vacances. Autre que la plage, autre que la sieste, pour ne pas rentrer dans les stéréotypes. Ils ont découvert le tourisme vert, le tourisme d'aventure. Le développement de ce tourisme au cours des dernières années nous a conduit à faire des choix. En prenant en compte les intérêts économiques des acteurs de la région, ainsi que la nature dont notre activité dépend. Nous devons la préserver si nous voulons tous en profiter dans le futur. Au niveau de notre métier, nous essayons d'apprendre et d'enseigner le comportement écologique. On n'utilise pas de bouteilles en plastique, on ne met pas de crème solaire avant de rentrer dans une eau qui n'est pas polluée, on observe les animaux sans les toucher. L'idée pour les groupes, c'est qu'ils vivent le maximum de choses et qu'ils aient envie de revenir souvent. Si le tourisme a permis à l'Espagne de s'ouvrir au monde et de renforcer son économie au fil des dernières décennies, il y a un autre secteur dont l'Espagne est devenue leader en Europe. C'est celui de la pêche. L'Espagne détient 20% de la flotte communautaire et est garante de 22% des emplois de ce secteur. Dans la baie de Vigo, la conchiliculture est à l'honneur. Des champs entiers de batéas, ces plateformes en bois où sont élevés les mollusques, rappellent que l'Espagne est le deuxième producteur de moules du monde derrière la Chine. Il est 12 heures et la marée est basse dans la baie de Cambados. Sur la plage, un groupe de femmes se prépare à remplir leurs paniers de coques et de précieuses palourdes. Ici, en Galice, on les appelle les mariscadoras. Je vais mesurer. Celle-ci, elle doit encore grandir un peu. Depuis 1999, le groupe de pêcheuses est né. Tout ce que nous récoltons est contrôlé, pesé, la taille est vérifiée et on ne peut pas dépasser la limite fixée pour ce jour-là. La limite de récolte dépend du prix du jour précédent à la criée et de la quantité de ressources que l'on a à la plage. En fait, ces bancs de coquillages où l'on travaille sont des concessions à la confrérie. On ne fait pas seulement de l'extraction. On fait des tâches complémentaires comme le soutien à la surveillance, le nettoyage d'algues, les semi-cultures de palourdes.
C'est un travail très organisé. En ce moment, c'est merveilleux. C'est un plaisir de travailler comme ça. Mais en hiver, c'est vraiment dur. Mais comme on est habitué, moi j'arrive avec le sourire et ça se passe bien, parce que je n'ai personne pour me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de chanter une chanson, je chante. Si j'ai envie de raconter une blague à ma collègue, je le fais. Par contre, je dois aussi travailler, parce que sinon, je ne ramène rien à la maison. Si on a un peu de coquillage en plus et qu'on voit qu'une collègue n'en a pas assez, on lui dit « prends ce que tu veux ». Nous sommes solidaires entre nous. Les mariscadoras commencent la pêche en fonction de l'heure des marées, mais il n'y a pas de restriction pour finir la journée. Elles ne pêchent que 15 jours dans le mois, un quota qu'elles ont fixé entre la confrérie et le ministère de la pêche locale, et gèrent ainsi la ressource naturelle qui les fait vivre. Les coques de Cambados et des confréries voisines sont connues dans toute l'Espagne et s'exportent aujourd'hui dans tout le reste de l'Europe. Il est 14 heures. Après 2 heures de collecte, les mariscadoras sont rentrés de la plage. À Pampelune, l'heure est à la fête. Les kilikis défilent, accompagnés de joueurs de cornemuse, dans les rues de la vieille ville. Passer un jour en Espagne, c'est aussi vivre à l'heure espagnole. Le pays connaît un véritable arrêt entre 14h et 16h pour un long déjeuner qui crée un décalage par rapport aux autres pays européens. Depuis 1942, l'Espagne vit à l'heure de l'Allemagne alors que son fuseau horaire est aligné sur celui du Royaume-Uni. Une décision prise par Franco pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, vivre à sa vraie heure solaire, comme le Portugal, permettrait une épargne énergétique d'environ 300 millions d'euros par an. En ce début d'après-midi, tous les ventilateurs et les climatisations du pays tournent à plein régime. Pays de crête et de vent, avec un taux d'ensoleillement record, l'Espagne est considérée comme l'un des pays pionniers en matière d'énergie renouvelable, avec une croissance fulgurante depuis plus de 15 ans. L'éolien et le solaire produisent au total 35% de l'électricité du pays. Avec plus de 1000 parcs éoliens répartis sur tout le territoire, la production d'énergie éolienne a plus que doublé en à peine 10 ans. L'Espagne se classe aujourd'hui seconde au niveau européen derrière l'Allemagne. Le temps d'ensoleillement annuel est un autre atout de l'Espagne. L'exploitation de l'énergie solaire a connu un développement impressionnant, passant d'une contribution dérisoire de 30 gigawattheures en 2002 à 10 000 gigawattheures en 2012, soit un taux de croissance de 80%. Ces dernières années, lassés de payer des factures d'électricité exorbitantes, les Espagnols se sont tournés vers les énergies solaires pour équiper leurs maisons ou leurs entreprises, en Andalousie, en Navarre, en Catalogne. En réaction, les grandes entreprises d'électricité, inquiètes du manque à gagner, ont fait pression sur le gouvernement pour instaurer une taxe sur le soleil, qui fait payer l'autoproduction d'énergie. Face à ces décisions politiques et pour contourner ces taxes qu'ils considèrent injustes, un groupe d'hommes et une poignée d'étudiants ont créé en 2010 Som Energia, Nous sommes l'énergie, la première coopérative espagnole d'énergie renouvelable. Bonjour. Bonjour Mariona, je suis Manel de Sud Renovables. Comment ça va? En Espagne, la plupart de l'énergie vient du nucléaire et nous devons même en importer.
Or, cela est très incongru. Pourquoi faire venir de l'énergie d'ailleurs, de sources dangereuses, alors que le soleil ici est resplendissant? Le projet de Som Energia est clé en main. Ce sera rentable dans quelques années, l'énergie sera moins chère, on n'aura qu'à entretenir les panneaux, et l'amortissement sera accéléré par la réduction des impôts locaux. Ici, 115 familles se sont mises d'accord pour acheter ensemble ces installations. Elles réalisent que d'autres modèles sont possibles. À l'autre bout du pays, à 60 km de Séville, se trouve un autre projet qui développe lui aussi de l'énergie grâce aux rayons du soleil, mais à une toute autre échelle. Il faut survoler cette installation pour en prendre la mesure. Gema Solar est une centrale solaire capable de stocker de l'énergie. Une première mondiale dans l'histoire des énergies renouvelables. Grâce à ces miroirs, elle peut produire de l'électricité 270 jours par an, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que l'éolien et les autres énergies renouvelables. Son secret se cache à l'intérieur du récepteur, qui peut atteindre une température de 600 degrés. La centrale dessine sur 185 hectares de terre rurale un mandala géant, formé de 2650 miroirs. Financée en partenariat avec Abu Dhabi, elle alimente chaque année 25 000 foyers en électricité, en évitant plus de 30 000 tonnes d'émissions carbone. Aujourd'hui, c'est en Espagne que les progrès en matière d'énergie renouvelable sont les plus avancés dans le monde. Il est 16 heures. C'est à cette heure chaude de la journée que le soleil fait le plus de dégâts dans les régions du sud du pays. L'Espagne est le pays le plus aride d'Europe et le climat méditerranéen qui y règne l'oblige à faire face à des périodes de sécheresse régulières. Le volume insuffisant de précipitations et le temps sec persistant plongent les Espagnols dans l'inquiétude d'une pénurie d'eau constante. La diversité hydrologique de l'Espagne crée des clivages entre les provinces humides du nord et les zones atteintes par la sécheresse au centre et au sud de la péninsule. Depuis 40 ans, la politique de l'eau est dictée par le gouvernement central. Dans toute l'Espagne, on construit des barrages, on crée d'immenses réserves sous forme de bassins, de lacs artificiels. Parfois, cela ne suffit pas. Il faut la déplacer sur de grandes distances. Des kilomètres d'aqueducs serpentent sur le territoire, faisant voyager l'eau de province en province. Cette gestion centralisée a donné lieu à une guerre de l'eau sans merci, entre les provinces qui en possèdent et celles qui en manquent. Naturaliste et porte-parole pour la préservation du Tage, Miguel Ángel Sánchez étudie les bouleversements causés par les transferts d'eau entre les provinces. En survolant la Sierra de Altamira, il pointe les limites des aménagements hydrologiques et leur impact sur les populations et les ressources naturelles du fleuve qui atteignent aujourd'hui un seuil critique.
Toute cette eau que vous voyez ici est stockée pour le transfert. C'est-à-dire que seulement 20 à 30% de l'eau va au tage et 70% au transvasement. Nous utilisons le terme d'hydrocolonie. C'est ce qui cause des problèmes et c'est pour ça que le fleuve est dans cet état. Ici, l'eau est pompée par les tuyaux du transvasement. C'est là que commence le canal qui, pendant 300 km, la conduit pratiquement à l'autre bout de l'Espagne. Le trasvasé Tajo Segura est l'un des plus importants ouvrages de l'histoire de l'ingénierie espagnole. Le chantier est lancé en 1968 et l'aqueduc entrera en fonction en 1981. Long de 292 km, cet ouvrage permet de transférer 600 millions de mètres cubes d'eau par an, dont un quart est réservé pour l'approvisionnement urbain et 3/4 pour l'irrigation. Maintenant, nous allons entrer dans l'une des régions les plus sauvages d'Espagne, le parc naturel de l'Alto Tajo. C'est un parc protégé. Ce sont des milliers d'hectares de nature pratiquement vierge. Ici, nous sommes presque à la naissance du Tage. L'eau provient de plusieurs sources qui émergent de l'intérieur de la terre. Il faut tenir compte du fait que ces rivières de l'Alto Tajo, le Tage et le Guadiela, ont perdu au cours des 30 dernières années 50% de leur apport. Ces territoires vides, situés à l'intérieur de la péninsule, ont utilisé l'euro pour produire de la richesse, pour développer le Pays basque, la Catalogne, Madrid. Nous avons maintenant le droit à un répit pour que nos rivières restent en vie et génèrent de la richesse, ce qui nous permettrait de survivre. La solidarité doit aussi aller dans l'autre sens. Dans le sud de l'Espagne, il y a des provinces où l'utilisation de l'eau a dépassé les limites de l'entendement. Sur la côte andalouse, à l'ouest d'Almeria, un paysage singulier s'étend à perte de vue. Cette plaine de 40 000 hectares, qui colonise la terre jusqu'à envahir les montagnes, est un ensemble de serres où résonne le goutte à goutte de l'irrigation automatisée. Voici El Herido, capitale européenne de l'agriculture intensive. Sans perdre 1 mètre carré d'espace au sol, l'homme a emballé le territoire d'un manteau blanc immaculé, visible de l'espace. Ici, des milliers de tonnes de légumes et de fruits sont produits chaque jour hors sol et hors saison et finissent dans tous les marchés de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Une main-d'œuvre bon marché, du soleil et beaucoup d'eau ont fait de l'Espagne un des leaders de la culture maraîchère en Europe, avec les Pays-Bas et l'Italie. Ce modèle de production intensif a épuisé les nappes phréatiques de la province. Il faut désormais forer jusqu'à 600 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Personne ne sait combien de temps il reste avant que le réseau souterrain fossile disparaisse. Au nord de Carthagène, à 2 pas du fleuve Segura, nous sommes sur les terres de la société Agro-Erni. Sergio Ross, ingénieur industriel et directeur général de la société, nous raconte pourquoi l'agriculture intensive a changé et comment elle tente de répondre à une demande toujours plus importante des pays européens. Ce qui arrive actuellement dans la région de Murcie, et même dans le reste de l'Espagne, c'est la professionnalisation de l'agriculture. On embauche des personnes avec de l'expérience à l'étranger, mieux formées sur les postes à responsabilité, pour renouveler la façon de travailler.
Sur les 2500 hectares que nous avons, seulement 60 d'entre eux sont sous serre. Le reste est à ciel ouvert. Nous travaillons avec 800 employés de plus de 20 nationalités. J'ai eu la chance de visiter des sites autour du monde, y compris aux États-Unis, et je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à leur envier. Nous nous portons très bien en Espagne. Nos coûts de production sont enviables, et surtout, nous avons un savoir-faire extraordinaire, car on nous en a demandé beaucoup. L'avenir devrait être un pacte national, un pacte d'État. Comme ça, dans 10 ans, on ne se poserait plus la question parce qu'on aurait toujours de l'eau et tout serait sous contrôle. On aurait différents plans, le plan A, le transvasement, le plan B, les usines de dessalement, et le plan C, qui n'est peut-être pas encore inventé. Nos clients viennent de toute l'Europe, du Moyen-Orient et dans certains cas de bien plus loin. Mais c'est en Europe que nous faisons 80 ou 85% de notre chiffre d'affaires. Pour l'Espagne, il ne reste que 15 à 20% de la totalité de notre production. En Almeria et en Murcie, on raconte que les premières serres sont nées par hasard, alors que des paysans locaux cherchaient à protéger leur production du vent. Ces régions étaient parmi les plus pauvres de l'Espagne, et l'agriculture intensive les a enrichies en 2 décennies. Aujourd'hui, les camions qui remontent vers les pays du Nord emportent dans leurs remorques l'eau du pays sous forme de fruits et légumes. Une eau transformée qui représente un marché de 5 milliards d'euros par an. L'Espagne ne peut pas ralentir la cadence. Son agriculture si gourmande en eau est aussi un des moteurs de la relance de son économie. La fin de journée approche et le jour tombe sur l'Espagne. Pour la plupart des Européens, la journée est terminée depuis 1 heure ou 2, alors que beaucoup d'Espagnols sont encore au travail. À Pampelune, les festivités continuent sur la grande place. À Barcelone, la lumière de fin de journée enveloppe la capitale catalane. Et le soleil disparaît derrière la montagne de Tibidabo. Depuis la tour de contrôle, l'opérateur guide un dernier paquebot vers la sortie du port. Dans tout le pays, les rues ne vont pas désemplir avant plusieurs heures. L'Espagne n'a pas volé sa réputation de pays de noctambules. La vie nocturne, appréciée par toutes les générations, est au cœur de l'art de vivre à l'espagnol. Un art plutôt tourné vers l'espace public, le vivre dehors. Il y a du monde partout. On se régale de tapas en terrasse et on déambule sur les larges trottoirs des avenidas. Ce soir à Madrid, le festival Los Veranos de la Villa a pris position dans les Jardines Barros près du pont de Ségovie. Javier Gallego, animateur d'une radio libre madrilène, déclame sa poésie, accompagné du groupe de rock barcelonais Seward. Un país patas arriba, de personas boca abajo, abatidas, por un ejército de contables, bajo un silencio impertérrito, que acalla el deshielo de la calle, donde se desploman edificios flácidos, como pieles de bebés sin carne. Madrid est une ville très politique. Il y a toujours eu des idées qui circulent, de la confrontation, des débats qui ont toujours été très intéressants. Il y a eu de grands mouvements sociaux, comme les Indignés, qui est le plus récent en ce qui concerne Madrid. Il s'est mobilisé ici en premier, et après il s'est étendu à tout le pays. Et maintenant, c'est le féminisme en Espagne qui reprend le devant de la scène européenne. Je pense que le mouvement du 8 mars a été une référence pour le reste du monde.
Tous ces mouvements sociaux montrent qu'en Espagne, les gens sont très actifs, un peu comme des vagues qui montent et qui descendent. Mais quand ils montent, ils sont très écumeux, très fracassants, très puissants. Dadle castigo y no tendrá piedad. Ce soir, l'humeur festive s'empare des places et des rues, et les rythmes de la vie nocturne résonnent un peu partout dans le pays. La crise sociale et économique de ces 10 dernières années a fortement remis en cause l'avenir du pays, et les Espagnols se sont levés. Dernière debout, dans un pays qui se couche tard et se lève tôt, la jeune génération lève les yeux vers un ciel constellé de tous les espoirs d'un pays qui n'a pas dit son dernier mot.